Bienvenue sur Pause Chai, le podcast pour les femmes audacieuses. Ici, on fait une pause pour souffler et pour mieux rebondir. À deux ou avec des femmes qui osent, qui doutent, qui tombent et qui se relèvent. On parle d'entrepreneuriat, de féminité, de spiritualité et de confiance en soi. Pause Chai, c'est un espace pour réfléchir, se réaligner et surtout pour oser créer la vie qui nous ressemble. Alors prends ta tasse de chai et lance-toi. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anna. D'origine indienne, de culture créole et de confession musulmane, c'est tellement pas commun de voir une femme parler de finance et d'investissement. Et pourtant, tu y arrives à le faire si simplement que toutes les femmes qui ont un peu, tu sais, cette crainte par rapport à l'argent sautent le pas et entrent dans ton aventure. Parce que oui, tu as envie d'accompagner les femmes dans ce monde qui nous semble parfois flou, parfois inaccessible. Et tu le fais avec ta petite touche de folie. Et même si on ne se connaît pas, il y a quelque chose qui ressort. C'est cette énergie et cette envie de changer les mentalités et de vouloir construire un meilleur avenir financier pour les femmes pour qu'elles aient enfin confiance en elles et en leurs choix. Alors Anna, bienvenue sur Pause Chai. Oh, merci, j'adore l'introduction. J'aurais pas su dire mieux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, alors, on commence par le début. En tout cas, moi j'ai juste envie de dire un truc, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, peut-être parce que t'es indienne, peut-être parce que t'es musulmane, mais j'ai l'impression que c'est genre... Quand je te regardais sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est comme si on se connaissait, donc ça me fait bizarre. Même là, quand je t'ai accueillie, j'ai l'impression que c'est genre... on se connaît, quoi. C'est trop étrange comme conversation. Mais c'est la beauté des réseaux sociaux aussi. C'est au final, on se connaît sans se connaître. Et c'est bien aussi d'avoir ces moments où on se voit dans la vraie vie. Donc, en tout cas, je suis très heureuse d'être ici avec vous et de parler d'argent. Ah ouais, parce que moi, j'ai des gros soucis avec la discussion sur l'argent, d'ailleurs. Ouais. Ok. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, la relation avec l'argent, c'est compliqué. Soit t'as peur d'aimer l'argent et du coup, tu as l'impression que c'est quelque chose de pas bien, ou je sais pas. Soit t'es en mode trop sécurité et que du coup, vaut mieux épargner. L'histoire de la cigale et la fourmi, quoi. Je pense que c'est parce que l'argent, c'est un sujet parce qu'on n'en parle que d'une manière extrêmement factuelle avec des chiffres, alors qu'il y a plusieurs dimensions et une dimension essentielle avec l'argent, c'est les émotions. C'est que quand tu regardes juste l'argent, oui, c'est un outil, oui, c'est une invention humaine. Voilà, on a juste mis un symbole, des chiffres sur une énergie. Au final, on se réveille tous les matins, on travaille, on a collé des chiffres dessus. Mais en tant qu'être humain et être d'émotion, on y a collé plein d'émotions, plein de croyances. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est ça qu'il faut venir travailler, justement, apaiser sa relation à l'argent. C'est un travail de toute une vie. Donc voilà. Bien. Du coup, on va commencer par le Commençons par le commencement. Alors, raconte-nous d'où tu viens. Ok, comme vous l'avez dit, moi je suis d'origine indienne, donc c'est mes arrière-grands-parents qui sont nés dans le Gujarat, comme vous. Quoi. Mes parents sont nés à Mada et ils sont venus à La Réunion après les tensions politiques. Et donc moi je suis née à La Réunion avec mon frère et ma sœur. J'ai 10 ans et 14 ans d'écart avec ma sœur et mon frère, donc je suis vraiment la petite dernière. C'est marrant, d'accord, ça. Ouais. Je suis vraiment la petite dernière de la famille. Donc j'ai fait mes études à La Réunion jusqu'au lycée. Prépa après, je fais une prépa scientifique. Enfin moi j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Je pense qu'à 18 ans tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, donc j'ai jamais eu de vocation en me disant je vais faire ça, je vais travailler à la banque. Non, pas du tout. C'est plutôt la vie qui m'a apporté des portes et des opportunités, et puis j'y suis allée. Donc moi je viens d'une famille où mon père était prof de maths et de physique. Donc j'avais un grand frère et une grande sœur devant moi qui ont fait bac S, prépa scientifique. Donc comme je ne savais pas quoi faire, j'ai suivi la voie qui était déjà tracée devant moi. Et après mes 2 ans de prépa, je me suis dit ok, une chose est sûre, c'est que je veux pas faire d'école d'ingénieur parce que ça me disait rien du tout. Et en fait, quand tu passes tes examens, tu regardes un peu les villes, les écoles. Moi, j'ai jamais été ultra brillante. J'étais bonne parce que je travaillais beaucoup, mais voilà, je sais que jamais j'aurais eu une grande école. Mais par contre, ce que je voulais absolument, c'était aller à Paris. Voilà. J'allais te demander, est-ce qu'en étant toute ton enfance à La Réunion, t'avais envie de partir? J'ai eu la chance de voyager beaucoup.
Voilà, parce que justement, je suis venue beaucoup plus tard que mon frère et ma sœur, et mes parents étaient dans une situation financière qui était différente que quand ils sont venus s'installer. Donc ils étaient stables. Moi, mon père, il est parti à la retraite. J'étais déjà, je rentrais au lycée, quoi. Donc ils avaient plus de temps, le patrimoine. Enfin, tu sais, ils étaient propriétaires de la maison, etc. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir voyager beaucoup. Et mon frère et ma sœur habitant et faisant leurs études sur Paris, j'allais souvent en métropole. Donc une chose était sûre, c'est que je voulais vivre à Paris. Enfin voilà, je sais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je voulais vivre à Paris parce que j'avais de la famille, j'avais mes amis et j'ai grandi avec les séries, les Gossip Girl, etc. Donc l'énergie d'une grande ville, etc. Voilà. Et là, j'ai une de mes meilleures potes qui me dit qu'elle aussi change de voie et va faire une école de commerce à Paris, qu'elle va passer son concours. Je dis, vas-y, je viens avec toi, en fait. Je viens avec toi. Donc, c'est vraiment, c'était là une opportunité. Je sais pas ce que je veux faire. Pourquoi pas ça? Et quand t'as fait ta prépa, tu l'as fait ici? Ouais, j'ai fait ma prépa scientifique ici. Vous pouvez déjà faire Si, ouais. Je sais que c'était nouveau. Ouais, non. Je suis contente de l'avoir fait ici parce que du coup, ça m'a pas traumatisée. Il y avait une bonne ambiance. Et ça m'a permis de rester aussi 2 ans en plus à La Réunion. Et là, je sentais que, ok, je suis prête à partir et j'ai envie de partir. Donc, je suis partie à Paris, j'ai fait une école de commerce. Et pareil, de fil en aiguille, en fait, il faut faire un stage à la fin de la 3e année. Je rentre à La Réunion, de bouche à oreille, j'ai un stage dans une banque ici. Et en master, après je passais en master, et dans mon école, c'était bizarre parce qu'il fallait choisir sa spécialité et il fallait commencer par un stage. Donc je suis en stage de fin d'année, je dois commencer un master et je dois choisir entre gestion de patrimoine, audit ou commerce international, mais j'en sais rien en fait. Tu vois, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je sais pas c'est quoi, et en plus de ça, il faut que je fasse un stage dedans. Et comme mon stage s'était bien passé dans la banque dans laquelle j'étais, je suis allée voir le responsable et je lui dis bah voilà, je dois choisir entre ça, vous me conseillez quoi, etc. Et il me dit, ok, vu ton profil et vu comment ça se passe et tout, moi je te vois trop en gestion de patrimoine. Tu sais quoi, je cale un rendez-vous avec le directeur de la banque privée, comme ça tu le rencontres et il t'explique c'est quoi et voilà. Trop bien, quoi. Ouais, donc j'y vais et là je découvre le métier de la gestion de patrimoine. Donc il m'explique ce que c'est. Donc la gestion de patrimoine, c'est le patrimoine d'une personne, c'est vraiment, ça va du patrimoine immobilier, patrimoine financier, même intellectuel, les œuvres d'art, etc. Et la gestion de patrimoine, c'est le fait de gérer et organiser ça pour répondre aux objectifs de vie de la cliente ou du client. Ça peut être réduire des impôts, transmettre le patrimoine, transmettre aux enfants, gagner plus d'argent avec son argent, etc. Et donc déjà, comment il m'en parle, ça me plaît parce qu'il y a ce côté expertise que j'aime bien apprendre et ce côté contact et concret en fait. On fait des choses pour aider et pour réaliser des projets de vie. Donc ça, j'aime bien. Et du coup, je rentre en stage, en banque privée et je découvre ce métier-là et je tombe amoureuse, quoi. J'adore. Trop bien. Ah ouais. J'adore. C'est un conte de fées. Trouver ta vocation. Ah ouais. Ouais, voilà. Ça s'est présenté, mais bien sûr. Mais quand je dis, je me suis jamais dit, je vais faire ça. Je connaissais même pas ce métier. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille. Et je fais mon stage, on est en juillet, août. Non, je commence en septembre, du coup. Je commence en septembre 2010. On est en plein, les subprimes sont passés, on a un peu les retombées de la crise économique et on est en crise de la dette grecque. Donc vraiment les marchés sont en train de plonger. Donc moi je suis en plein dans ce moment-là, quoi. Donc je vois des rendez-vous clients, je fais des rendez-vous clients, on a beaucoup d'informations, donc je lis plein de choses et vraiment je découvre un monde qui est je suis fascinée par tout ce que j'apprends, par le contact client, par comment est-ce qu'on organise les choses, comment on saisit des opportunités aussi. Et donc pendant ce stage, donc je suis à La Réunion et je suis chez mes parents. Donc un midi ou un soir, je me souviens, on regardait les infos et je parle avec mon père et je lui dis mais tu vois papa,
parce qu'on parle la bourse, la crise et tout, les bourses qui baissent. Et je lui dis, mais c'est à ce moment-là qu'il faut investir, parce que en fait, donc je lui sors toute ma science, les indicateurs, nanana. Je dis, c'est là, parce qu'en fait, tout le monde a peur, donc ça baisse, et si on investit là, c'est là que ça va reprendre de la valeur et tout. Et là, mon père me dit, bah vas-y, investis. Je dis, mais moi, j'ai pas d'argent, tu vois. Je touche mon salaire de stagiaire, mais je vais économiser pour voyager et tout. Il me dit, mais tu sais quoi, j'ai un PEA, donc un plan épargne-action. Il me dit, moi, j'ai un PEA, j'ai de l'argent dessus qui dort. Amuse-toi, investis comme tu veux. Donc voilà, là, je suis à what? Et c'est vraiment, je mets en pratique ce que j'apprends et aussi mon intuition de me dire, vas-y, je teste en fait. Donc, en 2010, donc j'investis sur toutes les valeurs bancaires parce que c'est elles qui ont le plus subi la perte. Et à l'époque, donc moi, je repositionne, je suis en école de commerce à Paris où je fréquente quand même une espèce de bourgeoisie, voilà, où très m'as-tu vu, où il y a beaucoup de... Le paraître est important. Et à l'époque, toutes les filles ont un sac Louis Vuitton. Et là, je sais que moi, jamais j'en achèterai un. Enfin, voilà, j'ai pas les moyens financiers. Et puis même, je me dis, je sais qu'au fond de moi, je dis, j'en ai pas vraiment envie et c'est juste un code d'appartenance sociale. Mais je me dis, par contre, j'avoue, j'aime ce qu'ils font. J'aime les beaux sacs. Et s'il y a des gens qui sont capables à cet âge-là de mettre autant d'argent dedans, c'est que le marketing, il est bon. Et c'est que ils doivent se faire beaucoup d'argent. Donc peut-être que moi, je peux pas acheter un sac Louis Vuitton, mais je peux profiter des gens qui achètent des sacs Louis Vuitton et de toucher des bénéfices de tout ça. Donc j'achète des actions Louis Vuitton, mais pour genre 1 000 €, quoi. Et ça fait 10 actions Louis Vuitton. Donc voilà, en 2010 comme ça. Et après, donc je finis mon stage, je rentre à Paris, je reprends mes études. Et un an après, je vois déjà que la valeur a augmenté. Et je pense que ça a ancré. Ça, c'est une première expérience face à l'investissement qui a ancré quelque chose en moi qui est, en fait, c'est facile de créer de l'argent, tu vois. Et ça... Attends, je suis trop excitée de notre conversation. J'arrive pas. Je sais que ça se voit trop. Pardon. On dirait qu'on est dans une brise. Oui, tu sais, comme ça, on est à fond, là. Non, mais en plus, ce qui est fou, c'est, en fait, la réflexion derrière, en fait. C'est ça. Ouais. Surtout ça, c'est hyper intéressant. Alors que moi, j'allais dire, bah, vas-y, faut investir dans quoi? Dis-moi, vas-y, tu vois. Ouais. Alors que là, toi, t'as le rôle de, bah, attends, j'ai vu ça, j'ai réfléchi à ça, moi, je veux pas me faire, je veux pas rentrer dans ce cercle-là, mais je vais utiliser cette connaissance pour le faire autrement, quoi. C'est surtout, je pense, comment, et pour l'investissement, de manière générale, après ce que j'en ai ressorti de, tu vois, cette expérience-là, c'est, on a énormément de pouvoir avec notre argent. Et de demander où est-ce que je vais placer. Alors oui, tu prends du feedback, mais en fait, tu restes maître de tes décisions et ton argent, t'as de l'impact avec ton argent et tu choisis à qui tu donnes ce pouvoir-là. Donc c'était ça aussi. Et pour moi, investir, c'est aussi une matérialisation, ton argent, et comment tu investis ton argent, c'est une matérialisation dans ce monde physique de tes valeurs, de ce que t'aimes, de ce qui compte pour toi. Donc le but, c'est jamais d'investir de l'argent pour faire de l'argent, en fait. L'argent, c'est qu'un outil. Mais c'est ok, ça va te servir à quoi? Et comment est-ce que tu fais pour kiffer le chemin, quoi? Comment tu fais pour profiter et comment ça peut être un jeu, ça peut être excitant, ça peut te donner envie, parce que c'est ce que tu veux. Donc voilà. Et je l'ai vraiment pris comme ça. Tu vois, quand mon père m'a dit, vas-y, amuse-toi, teste, fais. Je me dis, ok, let's go, quoi. Let's go, on s'amuse. Et voilà, et cette expérience m'a vraiment permis de consolider le fait que je peux avoir du pouvoir, je peux faire ce que j'aime, je peux aimer le fait d'investir et je peux me faire de l'argent facilement. Même si c'était pas, juste le fait de voir, le fait de l'apprendre en cours et d'écouter de voir les datas, de voir une performance, un pourcentage à la télé ou en cours, c'est différent que de l'expérimenter soi-même. Là, ça ancre quelque chose de totalement différent. Et donc voilà. Donc là, c'était période mes premiers pas dans l'investissement et je rentre à Paris et je rentre en master de gestion de patrimoine et pareil là, mon cerveau est totalement nourri. J'adore vraiment ce que je fais.
En fait, un gestionnaire de patrimoine, il y a plusieurs casquettes. On fait de l'immobilier, on fait du droit, on fait de la succession, on fait de la fiscalité. Et je vois que je suis bonne à ça, en fait. Je vois des stratégies, j'aime créer des stratégies. Donc, je fais mes études comme ça. Je fais beaucoup la fête à Paris. Je rentre à La Réunion faire mes stages. Et fin de master, je fais un stage dans un cabinet de gestion de patrimoine sur les champs. Donc là, j'accède à un nouvel type de clientèle, beaucoup plus aisée, avec beaucoup plus d'argent. Et je remarque quelque chose, c'est que ces personnes-là ont accès à une information de qualité vraiment sur comment on place, les meilleurs placements, les meilleures stratégies, etc. Et autant il y a des personnes qui y vont, et autant il y a des personnes, enfin moi j'ai vu des personnes avec des milliers d'euros sur leur compte en banque qui te disent en face, non je vais pas y aller parce que j'ai pas assez d'argent. Et donc moi en tant que petite stagiaire qui touche peanuts, et je me dis mais comment ça il a pas assez d'argent en fait, genre moi avec tout cet argent là et tout ce que je sais, mais je te ferais des trucs de fou, mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il a pas assez d'argent, comment est-ce qu'avec des millions d'euros sur son compte il peut être en manque d'argent? Et là, vraiment, j'ai un deuxième déclic. Et en parallèle de ça, moi, j'ai un salaire de stagiaire. Et autant je sais comment on place l'argent, comment on fait des holdings, des SCI, des montages très compliqués, autant regarder mes comptes, je suis incapable. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, il manque de l'argent. À quoi ça sert que je regarde mes comptes? Parce que de toute façon, il me manque de l'argent. Ah ouais, donc toi, t'étais... Tu vois? Ok. Donc là, je me dis, mais en fait, et c'est là que après, avec du recul, je pense que c'est là où je commence à comprendre que connaître comment on utilise l'argent, avoir cette connaissance-là, et le faire réellement, c'est deux choses différentes, et qu'il y a quelque chose qui manque. Et que l'argent, c'est surtout un sujet d'émotion, en fait. Tu vois? Tu peux te sentir... tu peux avoir des milliers d'euros sur ton compte, mais c'est pas pour autant que tu te sens en sécurité avec l'argent. Et voilà. Et ça commence à se mettre en place, tu vois. Les graines commencent à planter, où je me dis, il y a un truc qui colle pas, en fait. Pourquoi est-ce que tu peux te sentir en insécurité et en manque d'argent quand t'as autant d'argent? Et moi, pourquoi je sais comment l'argent fonctionne, je sais placer, je sais faire de l'argent avec de l'argent, mais pourquoi je suis juste incapable d'ouvrir mon compte en banque? Bah parce que j'ai toutes ces croyances qui me disent que de toute façon j'ai pas assez d'argent et qui m'empêchent de juste regarder mes comptes. Et donc voilà un peu à cette époque ce que je comprends et où j'en suis dans ma relation à l'argent. Mais du coup là quand t'es dans la banque sur les fonds et qu'il y a des gens comme ça qui disent ah mais j'ai pas assez. Ouais. Toi ok t'étais stagiaire mais le conseiller il a le droit entre guillemets de lui dire mais regardez monsieur ça après oui après c'est leur job tu vois d'expliquer de machin quand même. Non moi j'ai jamais pris et même après dans mon travail quand j'étais conseillère et que c'est moi qui expliquais ça, je parlais très peu d'émotions en fait, tu vois, on parle très factuel, on va dire oui mais regardez ça vous rapporte rien, l'inflation, ceci, cela, on montre les chiffres, on montre voilà ce que ça peut vous apporter. C'est bien après que j'ai compris que c'est pas une question de chiffres, c'est une question de sécurité intérieure et cette sécurité, elle dépend pas d'un chiffre sur ton compte en banque, elle dépend de comment est-ce que tu arrives à te sécuriser à l'intérieur en fait. Mais ça, non, t'en parles pas du tout. Voilà, non, t'en parles pas du tout. C'est juste là le constat que je fais. Je me dis, bon, il y a un bug quelque part. Les comptes sont pas bons. C'est de la sensibilité féminine aussi, peut-être que... Parce que les garçons, c'est plus rationnel. Tu vois, moi, j'ai l'impression que rien que mon mari, c'est quand même factuel. Il va dire, tu gagnes combien? Si j'investis ça, je peux gagner combien, tu vois? Je pense que j'ai été très factuelle, mais à un moment donné, quand tu dis à une personne, tu fais ça, t'attends, tu laisses ça, t'attends, et que même factuellement, la personne te dit, ouais, mais j'y vais pas. Ok, donc tu prends pas ta décision que sur du factuel. Et en fait, le fait d'avoir des clients comme ça qui disent oui, qui disent non, et avoir des profils différents, et de me rendre compte que ça n'a rien à voir avec le montant qu'ils ont sur leur compte en banque, tu dis ok, c'est pas qu'une histoire de chiffres en fait. Tu vois, c'est ça que ça m'a fait réaliser. Et pareil, de voir mon cas à moi, je sais comment ça fonctionne. Je sais quel type de compte il faut placer, je touche de l'argent. Pour autant, je préfère faire l'autruche.
Donc c'est vrai que c'est pas qu'une question de je sais les choses. Il y a quelque chose de bien plus profond. Mais je pense qu'à cette époque-là, je le verbalise pas encore. Tu vois, je commence à pointer du doigt ça, mais je le verbalise pas. Et surtout, je fais l'autruche. Pourquoi ? Je pense que je suis émotionnellement un peu instable à Paris. Moi, je suis une fille des îles, hein, j'ai besoin de soleil. Je vais pas très bien. Situation émotionnelle, amoureuse, sentimentale, amicale, un peu challengeante, un peu compliquée. Donc, je finis mon stage de fin d'année. Et là, me voici dans le monde du travail. Donc là, je recontacte mon ancien responsable de stage quand j'étais à La Réunion, lui disant je suis diplômée maintenant, voilà mon CV, s'il y a des opportunités à Paris, voilà, est-ce que tu peux en parler, etc. Et en parallèle, je fais mes recherches d'emploi. Et donc mon ancien maître de stage me répond en me disant bon, il y en a pas à Paris, mais il y a un poste qui s'ouvre à La Réunion. Et en face de ça, j'ai eu une proposition d'emploi, donc je compare les deux, à salaire quasi équivalent. Je reste à Paris où la moitié va dans mon loyer, mon pass Navigo, où je suis pas heureuse très clairement, où je vais pas bien. Et de l'autre, je rentre chez moi, je rentre chez mes parents, je peux économiser, je suis au soleil. Donc je me dis ok. Mais toi tu voulais trop être à Paris. Mais je voulais trop être à Paris, mais en même temps, en fait, mais c'était pour moi, je suis rentrée, mais c'était un échec déjà de rentrer. Enfin, je l'ai vécu comme un échec, mais à un moment donné, je pense que ma stabilité, ma santé mentale était plus importante que oui, je voulais être à Paris, oui, je voulais avoir cette vie-là, mais je voulais surtout être heureuse. Et là, je l'étais pas, tu vois, je l'étais pas. Et je me suis dit, ok, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me ressourcer, d'être chez moi, de mettre des sous de côté, d'avoir une expérience en plus sur mon CV qui me permettra d'avoir un autre type de job. En fait, j'allais en entretien et moi, ce que je voulais, c'était être ingénieur patrimonial. Voilà. Les ingénieurs patrimoniaux, c'est ceux qui créent des stratégies. Donc vraiment, c'est ce qui m'excitait le plus dans mon métier. Et j'ai passé un entretien qui m'a bien remis les choses en place. Je me souviens toujours de la phrase de celui qui me faisait passer l'entretien. Il me dit, vous êtes le stéréotype de la jeune parisienne fraîchement diplômée. Avant de vouloir faire un métier où on a plus de 10 ans d'expérience, commencez par vendre des cartes bancaires en fait à l'accueil. Oh my God. Voilà. Et là, du coup, j'étais là, j'ai fait ok, d'accord. Mais en fait, vendre des cartes bancaires, et en fait, donc mon ego a pris un gros coup. Et en même temps, oui, c'est vrai, il me faut de l'expérience. Ok, il me faut de l'expérience pour avoir ce genre de poste-là. Mais au vu du salaire qu'il y a, cette expérience, je veux pas la vivre à Paris, en fait. C'est pas la vie que je veux, au final. Donc, je rentre à La Réunion en mode, quand même, c'est un échec pour moi. Genre, je suis rentrée, j'étais en pleurs et tout, en mode, j'ai raté quelque chose, tu vois. Je suis allée, j'ai fait une école, j'ai un diplôme, mais j'ai pas su prendre l'étape d'après. Donc, je le vis un peu comme ça. Et en mode, une seule obsession, c'est, je reste 6 mois. Je me fais une ligne sur mon CV. Et ensuite, je repostule ailleurs, que ce soit à Paris, que ce soit ailleurs, en fait. Et voilà. Donc, j'y vais dans cet état d'esprit-là. Et en fait, je suis jamais repartie. Voilà. Et en fait, je suis jamais repartie. Alors, donc je rentre, je commence conseillère, voilà. Je vends des cartes bleues, mais je monte des crédits IMO, je commence à parler de placement. Et en fait, comme il y a très peu en tout cas de ma génération, il y a très peu de diplômés qui rentraient. Parce qu'ils avaient un poste et parce que ce genre de poste n'existait pas forcément à La Réunion. Les opportunités sont moins nombreuses. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pu évoluer beaucoup plus vite que ce que j'aurais évolué, que de la manière dont j'aurais évolué à Paris, par exemple. Parce que moi, j'avais un master. Et généralement, ceux qui rentrent en banque, ils ont une licence ou un BTS, donc à mon niveau. Donc, ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus vite. Donc, j'étais dans une petite agence à Saint-Benoît. Je suis passée à Saint-Denis. J'avais le plus gros portefeuille de l'île. Donc, à un moment donné, je gérais un portefeuille de 20 millions.
Et après, j'ai pris un autre poste. Enfin voilà, j'ai évolué assez vite pour arriver à la fin. Et c'est pour ça que j'ai jamais ressenti le besoin de repartir parce que intellectuellement, ça continuait, j'évoluais, je gagnais en expertise. Et puis, il faut dire ce qu'est, j'avais une vie qui était beaucoup plus douce aussi. Je me suis rendu compte à quel point le soleil était important pour moi, pour mon humeur. J'étais proche de mes parents. Je commençais à me créer une vie avec mes amis, etc. Donc j'étais heureuse et c'est ce qui était le plus important au final. Donc je continuais comme ça. Un de mes derniers postes, j'étais conseillère spécialisée épargne et prévoyance. Donc j'avais pas de portefeuille client, je venais juste sur des problématiques, faire ce que je savais faire, expliquer comment on place, faire des propositions de placement, etc. Et après, je me suis développée sur les professionnels. Donc, j'étais au contact de la clientèle professionnelle, ces professionnels qui donnent tout pour leur boîte, pour leur entreprise. Et je leur expliquais comment, ok, maintenant c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait grâce à leur entreprise à se créer un patrimoine personnel? Comment on fait ce transfert-là? Donc voilà, intellectuellement, c'était passionnant. Je rencontrais des clients entrepreneurs, donc avec cette vision qui me parlait de leur boîte en mode c'est mon bébé, donc ça m'ouvrait encore plus l'esprit, etc. Mais voilà, j'arrivais à un plateau où, le poste d'après, le fameux ingénieur patrimonial, n'existe pas à La Réunion. Tu vois, là, ça y est, j'ai 10 ans d'expérience en banque. Je veux ce poste-là, il n'existe pas à La Réunion. Et là, le dilemme. Le dilemme de je rentre à Paris pour ce poste-là ou je reste à La Réunion. Et quand je dois faire ce choix-là, moi, je suis plus toute seule. J'ai rencontré mon chéri. Lui vient de Paris. Donc, il a grandi en région parisienne et il est venu s'installer à La Réunion. Et du coup, je lui pose la question. Puis voilà, le prochain poste, il n'existe pas à La Réunion. Pour moi, il faut que je retourne en métropole. Enfin, il faut que je retourne, c'est à Levallois, le poste. Est-ce que tu es prêt à repartir ou pas? Et pour le coup, lui, c'était un non catégorique. Voilà. Il m'a dit non, moi j'ai tout quitté parce qu'il a quitté la métropole pour moi. Enfin, en gros, pour s'installer ici, quoi. Et il m'a dit, moi j'ai tout quitté là-bas. C'est pas pour y retourner quelques années après. Et c'est surtout le jour où on retourne à Paris, c'est avec une autre qualité de vie, quoi. Parce qu'on sait c'est quoi. Et que pour avoir cette qualité qu'on a là à La Réunion, à Paris, il faut qu'on gagne beaucoup plus. Donc il m'a dit, à moins que tu me dises que tu as un poste qui est à 10K par mois et qu'on peut rentrer, qu'on peut voyager souvent, etc. C'est non. Et chez moi, il a pas tort, en fait. Il a pas tort. Mais, donc là, on est en 2019, mais je me dis, ok, je sens que intellectuellement, je commence à m'ennuyer. Et aussi, je pense que plus on grandit et plus nos valeurs prennent de la place. Et je sens des petites frictions aussi par rapport à l'entreprise dans laquelle je suis. Donc moi, je suis vraiment logée. Mon bureau est à côté de toute la direction générale. Donc, ce qui est trop bien parce que je suis en centre d'une grosse entreprise et moi j'ai adoré mes 10 ans passés en entreprise. J'adore les grosses boîtes, j'adore ce rouage, j'adore le fait que tu as une vision qui se transforme en un projet et comment est-ce que tu fais pour mobiliser toutes les parties, la compliance, les conseillers, la relation client, la communication pour matérialiser ça. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Mais je me rends compte aussi que j'applique la vision d'une autre entreprise qui n'est pas forcément la mienne, où les valeurs aussi sont pas forcément les mêmes. Donc ça commence de plus en plus à me gêner. Et je me dis je veux pas partir de La Réunion, je me sens mal, j'ai envie d'apprendre autre chose. Je suis à ce stade-là quand le Covid arrive. Et donc le Covid arrive avec, je pense pour tout le monde, on a du temps. On a du temps pour se poser les bonnes questions, on a du temps pour se renseigner. Et moi, j'utilise ce temps pour me dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je sais pas, je commence à regarder sur Internet et je vois, pour faire des transitions, vous pouvez prendre contact avec un conseiller en orientation professionnelle. Donc c'est ce que je fais, j'appelle le mec, voilà. Et je lui explique la situation, que j'aimerais rester à La Réunion, mais faire autre chose, mais je sais pas quoi. Et il me dit, mais vous aimez faire quoi? Je déteste qu'on me demande ça. Voilà. C'est quoi? Vous êtes... moi, je suis bonne
en gestion de patrimoine, quoi, c'est ce que j'aime faire. Il me dit, oui, mais voilà, est-ce que les gens viennent vous voir pour des choses particulières, des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et tout. Compétence, tu vois, là, tu savais quoi dire, en fait. Ouais. C'était dans la gestion de patrimoine. Mais, enfin, tu vois, à part travailler en banque, tu fais quoi de ce savoir-là? Hein, tu vois, tu fais quoi? Tu vois, c'est soit tu poses en banque, et moi le poste que je veux, il n'existe pas à la Réunion, donc ou en cabinet indépendant, mais non, j'aime pas. Enfin, voilà. Et après, en y réfléchissant, je me dis ok. Au poste où je suis, moi, j'ai beaucoup de collègues qui viennent me voir pour me dire Anna, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Tu sais, parce qu'en interne, en banque, tu peux passer des diplômes. Et ceux qui passent des diplômes, des fois, ils venaient me voir pour que je leur réexplique leurs cours. Parce qu'ils me disent, parce que tu expliques les choses bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre en entretien, moi, je suis avec un conseiller et le client. Et le conseiller me dit à chaque fois, ah, mais merci, en fait, grâce à toi, j'ai compris la fiscalité, ou grâce à toi, j'ai compris l'assurance vie, ou t'expliques trop bien, etc. Et c'est des choses qui revenaient souvent. Donc là, je me dis, ok, j'explique les choses bien, en fait. Je pense que j'arrive à prendre quelque chose d'extrêmement complexe et de le rendre de manière simple dans les finances. Il me dit, ok, bah, vous pouvez faire formatrice. Et il me parle du métier de formatrice. Donc, je savais pas, formatrice professionnelle d'adulte, c'est un diplôme, un titre d'État, etc. Et je me dis, ah ouais, bah, quitte à expliquer aux gens, donner des cours, autant que je sois payée pour ça. Donc, je me dis, ça peut être une alternative où, au lieu d'avancer comme ça, dans ma progression, de manière très verticale, pourquoi pas développer d'autres arcs de manière horizontale et d'aller creuser plutôt la transmission, la pédagogie. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais, tu vois, je donnais des cours à la mosquée, etc. Donc, j'avais cette appétence-là. Donc, pendant le Covid, ça reste dans un coin de ma tête comme ça. Ce monsieur me dit, mais au vu de votre profil, si vous voulez faire une transition et que ça soit financé, comme vous avez déjà un diplôme, enfin vous avez un master, vous avez un certain niveau de revenu, etc., votre dossier passera pas forcément. Vaut mieux que vous fassiez un bilan de compétences pour appuyer votre dossier pour pouvoir faire une transition professionnelle. Donc je me lance dans un bilan de compétences en 2020. Et début 2021, donc ça avance, mais bon, je suis un peu dans un confort en fait. J'ai un job qui me plaît, dans lequel je suis bonne, j'ai ma petite vie tranquille, enfin voilà, il n'y a pas d'urgence au final. En début 2021, il y a de plus en plus de tensions au boulot. Voilà, confrontation de valeurs, il y a plein de choses qui m'enragent un peu, beaucoup de frustration, et je développe un zona. Ouais. Donc, vraiment sur toi. Je me rendais compte que je prenais vraiment sur toi. Et en fait, ça m'a fait le déclic quand mon médecin généraliste me dit, non, mais Anna, c'est pas possible, tu vois, à 32 ans, t'étais pas chef d'entreprise, t'as pas de stress, plus que ça, t'as pas d'enfants, c'est les gens qui sont ultra stressés, ultra fatigués. Enfin, à 32 ans, on ne développe pas un zona comme ça, en fait. Donc, je me dis, ok, mon corps me parle. Et très clairement, il me dit que c'est plus possible, que je suis plus à ma place, qu'il faut que je bouge. Donc j'accélère en fait le changement, le dossier. Je me dis ok, l'alternative c'est de faire cette transition-là, de passer ce diplôme, et puis advienne que pourra, au moins je sortirai pendant 6 mois de la banque et j'aurai plus de temps. En fait, je regagnerai du temps parce que oui, je serai à l'école, mais c'est pas le même stress, c'est pas la même pression. J'aurai plus de temps pour moi. Donc, je lance ça et en parallèle, je suis sur Instagram, quoi, et je vois sur les réseaux une coach business, Léa, cafeteuse, voilà, avec qui j'ai travaillé après, qui fait le lancement de son programme. Mais moi, j'ai jamais pensé à l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais pensé à l'entrepreneuriat. Bah non. Non, moi, en même temps, oui, mon avenir, c'était je suis cadre supérieur de cadre bancaire, quoi. Enfin, tu vois, je vis dans différents pays, mais genre l'entrepreneuriat, jamais, quoi. Je n'ai jamais songé à ça parce que je me disais, il faut avoir une bonne idée, je voyais ça, faut avoir l'idée révolutionnaire et moi, non, Attends, les Indiens, ils sont hyper entrepreneurs en plus. Il y en a vraiment autour de toi, là, dans ta famille. Ouais, mais c'est vrai, moi, quand on était à Paris, mes amis, à chaque fois, ils me disaient, ah oui, vous, les Indiens, là, vous êtes toujours. Mais tu vois, c'est là où on en vient
aux croyances qu'on nous donne. C'est-à-dire que oui, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, mais mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Pourquoi ? Parce que je pense que eux ont vu leurs parents être entrepreneurs, mais galérer quoi. Tu vois ? Parce que c'est pas parce que t'es entrepreneur que tu gagnes ta vie. Et que tu galères pas en fait, tu vois. Donc eux, ils sont arrivés, ils étaient fonctionnaires, ils ont eu une stabilité, tu vois, cette stabilité qu'ils n'avaient pas connue à Mada, tu vois. Ouais, ils avaient leur salaire tous les mois. Exactement. Et tu vois, je pense que moi, mes parents, ils en parlent pas vraiment, ils m'en ont pas forcément parlé, et je pense qu'ils m'ont énormément préservé de eux, comment ils ont vécu, parce qu'ils voulaient absolument apporter une qualité de vie à leurs enfants, et c'est pour ça qu'ils sont partis de Mada, tu vois. Mais je me souviens trop, une fois je tombe sur une photo de ma mère, et quand elle était beaucoup plus jeune, elle me dit waouh, mais t'étais maigre, genre tu vois, limite je la reconnais pas, elle me dit bah, tu crois quoi, moi à l'époque je mangeais pas de la viande tous les jours, hein. Et tu vois, une petite remarque comme ça, je me suis rendu compte que ah ouais, en fait ils avaient pas du tout la même qualité de vie que eux m'ont offert en fait, et que oui, ils ont manqué de rien, mais ils vivaient pas non plus dans l'opulence quoi. Et du coup pour eux déjà la sécurité c'était un emploi salarié. Et les croyances, moi j'ai souvent entendu ma mère dire de toute façon dans l'entrepreneuriat, quand tu veux réussir, c'est à l'encontre de tes valeurs. Tu vois, c'est ah ouais, mais lui il est riche, mais parce qu'il vend de l'alcool, tu vois, ou parce qu'il fait des magouilles, ou il y a la corruption, etc. Donc moi, depuis toute petite, j'entends ça. Pareil, des formats comme ça. Donc tu vois, moi depuis toute petite, mais je veux pas être entrepreneur parce que moi je veux vivre étant alignée à mes valeurs. Je veux pas être une mauvaise personne. Je veux pas faire de la corruption. Je veux pas mentir. Je veux pas, enfin, tu vois. Donc pour moi, je suis pas entrepreneur. Enfin, y a pas une vision, une alternative où je suis entrepreneur à cette époque-là. Et donc là, je tombe sur Instagram, sur un live où j'entends cette conversation entre Léa et Ulrich. Et Ulrich, une personne avec qui je vais travailler après, me dit en fait, être entrepreneur, c'est juste apporter une solution au monde. Vous remarquez un problème. Et si vous avez cette solution-là, vous êtes déjà entrepreneur, quoi. Et moi, à cette époque-là, je vois un problème. Je vois un gros problème. Je vois un problème quand je suis en rendez-vous en banque. C'est que j'ai que des mecs. Et que, en fait, quand tu places ton argent, tu dois remplir un profil de risque, un profil client, et en fonction de ton profil de risque, on te propose ou pas certains placements financiers. Et donc le profil de risque, c'est le risque que tu es prêt à prendre avec ton argent. Donc ça va de prudent, équilibré, dynamique, offensif. Et ben 80% des personnes qui sont dynamiques, offensifs, donc c'est-à-dire qui sont prêts à risquer leur argent pour avoir de la performance, ce sont des hommes. C'est des hommes. Tu vois. Mais moi, en fait, ça me choque pas, mais ça me choque en même temps parce que c'est relou. c'est normal. Voilà. Et puis, je sais très bien parce que j'ai cette culture financière et je comprends le monde dans lequel on vit. Je me dis, mais meuf, faut que tu y ailles en fait, parce que c'est comme ça que tu vas réaliser tes projets de vie. Enfin, il y a no choice. Enfin, il y a pas. En plus, on vit dans une période là où, tu sais, c'est Covid, les taux sont ultra bas, donc. En finance, on dit Tina, there is no alternative. C'est-à-dire que dans cette période-là, si tu places pas ton argent autre part que sur, tu vois, des livrets et autres, ton argent rapporte rien, quoi. Parce que les taux sont tellement bas que t'es obligé de prendre du risque. Donc déjà, je vois ce problème en rendez-vous. Et puis même avec mes copines, tu vois. À cette époque-là, on commence à parler de crypto. Alors, mon chéri me parle de crypto depuis que je l'ai connu, mais j'ai été très formatée banque, donc c'était non, c'est une arnaque, machin. Mais je vois que ça dure, je vois que c'est là, les cryptos commencent à bien progresser à cette période-là. Et je me souviens très bien, on a une conversation avec mon chéri, avec son meilleur pote, là-dessus. Et il y a une copine qui est là, je dis bah viens, on parle quoi. Elle me dit non, c'est pas fait pour moi. Moi je suis sûre que c'est ça. La copine. Et là, dans mon cœur, je suis là. En fait, tu vois, et c'est là où je vois ce problème. En fait, si c'est fait pour toi,
C'est fait pour toi parce que je te connais. Je sais que tu veux acheter une maison. Je sais que tu veux faire le tour du monde. Je sais que tu as des projets de vie. Et que le souci, c'est que si tu t'intéresses pas à ça maintenant, tu pourras pas réaliser ces projets de vie. Parce qu'on vit dans un monde où les taux sont bas, où si tu veux, où l'inflation est là, et si juste tu veux maintenir ta qualité de vie, bah t'es obligé d'investir ton argent. Tu vois, et donc je suis là. C'est mon mari qui t'a payé pour venir. Est-ce qu'à chaque fois qu'il commence à me dire juste, je suis allée à la banque, ouais, fais comme tu veux, je sais pas. ça c'est ta responsabilité, moi. Chacun ses trucs. Tellement que mais ouais, je suis la copine, quoi. Mais ouais, non, mais c'est ça. Et je me dis, mais en fait, c'est un problème et je comprends d'où il vient le problème. C'est que l'information financière n'est pas transmise pour que les femmes la comprennent. Tu vois, quand on parle placement, quand on parle finance, on parle j'investis, je vends, je regarde le rendement et puis je suis devant les marchés, etc. Mais non, en fait, il y a une autre manière de gérer son argent, beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce et qui rapporte le plus. Les études le prouvent en plus. Mais qui correspond plus aux femmes. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas parce qu'on vit dans un monde d'hommes qui était designé pour les hommes et que l'argent était un sujet qui a été enlevé du pouvoir des femmes pendant très longtemps. On a eu accès au compte bancaire il y a pas très récemment en fait. Donc c'est normal qu'on ait du mal à s'approprier de ce sujet. Et je réalise aussi que moi j'ai des facilités. Pourquoi ? Parce qu'un jour mon père m'a dit tiens vas-y amuse-toi. Parce qu'il m'a toujours parlé d'argent comme il me parlait de spiritualité, tu vois, et que moi j'ai pas eu cette confrontation de croyances religieuses et d'argent, que je l'ai vraiment vu comme un moyen de réaliser tes projets de vie, de vivre, de voyager, etc. Et pas comme quelque chose de mauvais. Donc je comprends que déjà j'ai des croyances que j'ai évitées. Ouais. Et que j'ai réussi à avoir et que j'ai eu de l'expérience. On m'a laissé avoir de l'expérience sur ce sujet-là. Donc le problème, je le vois. Donc, quand j'entends ce live-là sur Instagram, et je me dis, tiens, peut-être qu'il y a un truc en fait. Peut-être que mon alternative pour rester à La Réunion, avoir cette qualité de vie, et en même temps avoir faire quelque chose qui me plaît, et puis en même temps gagner de l'argent, voilà, améliorer ma qualité de vie, c'est peut-être de devenir entrepreneur ou d'essayer de lancer quelque chose. Donc c'est à ce moment-là où vraiment ça plante une petite graine et je me dis tiens, je vais tester. Donc elle lançait un programme, Léa, mais je vais tester, je vais m'inscrire. Donc là, je suis en parallèle où je me forme en tant que formatrice professionnelle d'adulte et en parallèle de ça, je fais un programme où je paye de mes sous sur tout ce qui est marketing digital en fait. Comment est-ce que tu... Pas du tout dedans. Moi, j'ai Instagram comme tout le monde. Je poste mes repas et mes vacances, quoi. Tu vois. Mais j'ai jamais vu les réseaux comme un moyen de promouvoir un produit et de vendre un produit. Et je découvre ça, là. Je découvre une autre facette des réseaux sociaux. Et je me forme. Du coup, je me forme sur le sujet, donc j'apprends. J'apprends des nouvelles choses, j'apprends... du marketing en fait, ce que j'avais jamais vu quoi, l'avatar client, comment créer une offre, comment on parle sur les réseaux sociaux. Et donc on est en 2021. Voilà, 2021, je commence à faire ça en juillet-août, les deux en parallèle, tu vois, et je commence d'abord à me former sur le marketing digital. En novembre, je commence ma formation donc je quitte la banque et je commence ma formation de formatrice d'adulte. Et j'ouvre mon compte Instagram. Voilà. Où je me dis, vas-y, le problème, c'est que on parle pas d'argent aux femmes de la manière dont on devrait leur parler. Donc, je vais essayer de parler d'argent aux femmes et puis on va voir ce que ça va donner, en fait. Donc, voilà. C'est comme ça que... C'était un vrai besoin. Tu réponds juste au besoin. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est mais clair. comme je dis, en fait, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment su qu'est-ce que je voulais faire. Je sais pas si vous êtes dans le human design, si vous connaissez ou pas. On en a entendu parler, mais on n'a jamais fait sur... moi, je me suis renseignée après et je me remarque que en fait, dans mon design, c'est comme ça que je suis censée réagir. En fait, moi, je suis générateur. Alors, le human design, ça t'explique juste comment est-ce que t'es designé et comment est-ce que tu fais pour
en fonction des émotions. Donc c'est en lien avec mon travail aussi que je me suis renseignée dessus, mais comment tu réagis par rapport à tes émotions et quelles sont les émotions qui te disent quand t'es pas aligné et c'est quoi ta stratégie de réponse. C'est-à-dire quand on te propose quelque chose, comment est-ce que tu réponds. Et moi dans mon design, donc je suis générateur, en gros moi je suis pas faite pour avoir des idées, je suis pas faite pour inventer des choses. Juste je suis faite pour répondre à ce qu'on me propose. Voilà. J'ai une opportunité et c'est soit oui, soit non. Et mais avec du recul, c'est quand même ta petite voix qui t'a permis de voir. Oui, mais en fait, avec du recul, tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais su. Ok, je vais parler d'argent aux femmes et je vais créer des programmes comme ça. Non, c'est juste ça pop-up devant moi. Ouais. Tu vois, genre il y a un problème, tu réponds à une solution. Le problème, je le voyais tous les jours. Je me dis ok, je vais répondre à la solution. Il y a un truc de marketing. Enfin, tu vois, on peut vendre des choses en ligne. Ok, bon, bah, j'y vais. Oui, c'est mon instinct qui me dit, viens, on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais j'ouvre mon compte Instagram, mais je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je suis novice, tu vois, je sais pas comment créer une offre. Enfin, je découvre tout, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, on va tester. Je me dis, ok, la première chose, c'est, moi, je veux apprendre aux femmes à investir leur argent. Je fais un bêta-test là et j'essaye de vendre sur Instagram. Premier lancement, j'ai 0 cliente. Je dis bon ok, c'est pas grave. Et d'abord, tu t'es créé du coup une communauté et tout, non je postais, comme ça, je postais sur Instagram. Tu faisais de la publicité, des ads ou quelque chose quoi Non, juste pour l'instant, c'était juste de l'organique. Ok. Juste de l'organique. Et t'as parlé facilement Facecam et tout ça. Ouais. Parce qu'il y en a déjà, ça c'est difficile. Ouais. En fait, j'ai eu je pense que la visibilité, c'est un sujet pour les entrepreneurs et encore plus quand tu es sur les réseaux sociaux. Il y a eu ce sujet un peu des autres, du jugement. Surtout vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la communauté. C'est comme ça, vous êtes très communauté quand même? Ouais. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'on va dire et tout, etc. Et après... Et c'est là où les limites sont importantes. Donc, c'est qu'est-ce que j'accepte de montrer, qu'est-ce que je garde pour moi. Et après, parler, je pense que j'ai toujours été de nature... je parle. Et tu vois, ça, c'est la communauté aussi qui m'a aidée là-dedans. Tu vois, quand t'es à la mosquée et que tu dois prendre la parole, que tu dois faire la prière, que tu dois devant des gens, et ben, depuis très petite, bah, ça t'apprend à plus avoir honte, en fait, et à prendre la parole en public, en fait. D'interagir avec autant de personnes, de monde, des gens qui voyagent, des gens qui viennent. Enfin, tu vois, on a grandi comme ça. Donc, pour nous, c'est normal, en fait. D'être avec beaucoup de monde, tu sais, les grands rassemblements, etc. Donc non. Mais oui, plus à chaque fois que j'avais peur du jugement et tout, je pense que je me suis lancée dans les réseaux, j'avais déjà énormément travaillé ma confiance et mon estime sur moi. Donc ça m'a permis de vite dépasser ces blocages et juste de me lancer. Et dans ces cas-là, ce qui est important, c'est la vision. Mon why était important. Mon pourquoi était important. Je faisais quelque chose qui était aligné avec mes valeurs. J'avais juste à me rappeler ça tous les jours. Et c'était surtout là, je suis en mode test and learn. Puis de toute façon, j'ai 300 abonnés sur Insta. Vraiment. Vraiment, je suis son père, tu vois. Voilà, quoi. Je suis personne. Ouais, t'as rien à perdre, en fait. J'ai rien à perdre, et puis voilà. Donc non, j'ai fait que en orga, j'ai testé comme ça a pas marché, je me suis énormément formée, etc. Attends, mais quand ça a pas marché la première fois, en mode comment là? T'es comment? Est-ce que tu te dis mais useless, enfin, je retrouve un travail en banque? Je suis en mode je suis en mode oui, je prends un gros coup à mon ego. Je me rends compte aussi que le premier lancement, j'étais pas du tout bien à faire un lancement. Parce que j'étais dans l'attente du résultat. Et je me rends compte que c'est pas du tout l'énergie dans laquelle il faut être. En fait, ça m'a énormément fait travailler ma relation à l'argent, du coup. Parce que là, je suis à cette phase je suis en transition professionnelle, donc j'ai mon salaire qui est maintenu, mais pendant un certain temps, je n'ai pas envie de reprendre mon job en banque. Mais pour autant, donc il faut que je gagne de l'argent maintenant pour pouvoir assurer, enfin, faut que ça marche, pour que je puisse assurer après et dire je rentre pas en banque, quoi. Et ça marche pas.
Et là, je pense que c'est important d'être coaché dans les premiers temps, dans l'entrepreneuriat, parce que ma coach, elle me dit, mais pourquoi t'es pressée ? En vrai, pourquoi t'es pressée, en fait ? Et je pense que les réseaux sociaux ça donne de l'impulsion parce que tu dis que tout est possible quand tu vois les success stories des autres. Mais aussi, c'est extrêmement biaisé parce qu'on te dit peu souvent à quel point c'est dur, à quel point ça prend du temps, à quel point ça demande de la résilience et à quel point il faut être patient. Et en fait, de comprendre lancer un business, c'est une une graine que tu plantes et que avant d'en récolter les fruits ou les fleurs, ça met du temps. Faut juste l'arroser et ça pousse et c'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas en train de grandir. Tu vois. Donc c'est d'accepter ça et en parallèle de faire un travail sur moi et sur ma relation à l'argent en me disant en fait j'ai pas besoin d'argent. Là tout de suite, mon salaire est maintenu et même après. Et ce qui m'a servi, c'est justement d'être bonne dans les chiffres et de plus faire l'autruche parce que je maîtrisais. Enfin, j'avais pas peur plus peur de me confronter à mes chiffres en me disant ok, je suis plus payée au mois de juillet. Si je veux faire encore 6 mois en mode je lance mon entreprise et je teste ça. Je tiens combien de temps en fait avec l'argent que j'ai ? Parce que l'avantage, c'est que dans ma saison de vie où je gagnais de l'argent, j'avais investi mon argent. J'avais du patrimoine qui était là. Et donc, c'est cette réflexion de me dire, mais attends, t'as de l'argent, mais pourquoi tu veux pas l'utiliser ? Ça a été fait pour ça. Tu savais pas à l'époque que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, mais t'as investi ton argent pour te dire, ça va te servir à un moment donné. Mais c'est là. C'est maintenant qu'il faut qu'il te serve, en fait. Et tu vois, c'est d'accepter de te dire, ok, j'ai mis de l'argent de côté, mais qu'à un moment donné, l'argent est fait pour te soutenir aussi. Donc, j'ai fait mes calculs. Ok, c'est quoi mon minimum, tu vois, pour une vie paisible, pour payer mes charges, avoir ces petits plaisirs qui font que tu tiennes dans la durée. Combien de temps je peux tenir ? Ok, banco. Je tiens 6 mois. Avec l'argent que j'ai mis de côté, avec mes actions de LVMH que j'avais placées 10 ans avant. Et je me dis, ok, il y a pas à être aussi pressé, en fait. Et prends le temps. Un lancement qui marche pas, c'est une source d'information. T'apprends à connaître tes clients, t'apprends à connaître ce que tes prospects veulent. Donc, creuse et essaye de... En fait, j'avais commencé en créant une offre que j'avais envie de faire pour moi. Mais pas ce qui était attendu de la part de mon audience. Donc voilà, donc j'ai pris ces 6 mois pour créer ça. En parallèle de ça, je faisais ma formation de formatrice, donc j'ai vraiment créé une formation avec une progression pédagogique. Enfin, j'étais bonne en gestion de patrimoine et en ingénierie patrimoniale. Là, je découvrais l'ingénierie pédagogique. Enfin, dans ma tête, ça faisait waouh, c'est trop bien. J'ai combiné les deux. Je trouve ça fou. J'ai combiné les deux et je m'éclatais, quoi. Donc, j'étais là, ok, comment est-ce que tu fais pour éprouver du plaisir ? Parce que c'est ça, en fait, qui te met dans cette énergie. C'est ça qui fait attirer les gens à toi. C'est ça qui fait attirer l'argent à toi. Donc, je mets 6 mois à créer cette offre, à tester, à tester des réels, des carousels, enfin voilà, tout ça, à comprendre vraiment... à comprendre les réseaux, à travailler la visibilité. Puis l'entrepreneuriat, en vrai, c'est du développement personnel sous stéroïdes, quoi. Donc, en parallèle de ça, à travailler sur tes croyances, à travailler sur tes blocages, voilà. Et avoir du temps et avoir une autre manière de travailler qu'en étant salarié. Enfin, je vis l'entrepreneuriat à s'organiser, à organiser tes journées, etc. Et en octobre 2022, je refais un vrai lancement. Tu vois, un lancement comme je l'ai appris. Et là, je gagne mes premiers euros, quoi. Enfin, j'ai les premières personnes. Du coup, avant ce lancement, t'en parlais autour de toi, du coup, que tu as... je suis sur les réseaux. Je parle de... J'éduque. Je fais du contenu. Tout au long de l'année, là, jusqu'en... Contenu éducatif. Contenu éducatif. J'essaye de proposer des calls pour voir déjà c'est quoi. J'essaye de voir, ok, c'est quoi les problématiques, etc. Et c'est là où, tu vois, moi, je voulais faire quelque chose de... je vous apprends à investir. Et en parlant avec les femmes, je me rends compte que il y a une question d'émotionnel qui revient tout le temps, en fait. Alors, je devais faire un bêta-test et j'avais une de mes copines
je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, je veux tester ma formation, est-ce que je peux la faire sur toi? Est-ce que c'est la même copine de la dernière fois? Non, Ah, j'en ai une autre. Mais c'est une collègue à moi, ouais. Et du coup, elle me dit, ouais. Je lui dis, bah écoute, il faudrait que je sache c'est quoi ta capacité d'investissement déjà. Elle me dit, quoi? Je dis, ok, t'inquiète, je vais calculer pour toi. Donne-moi tes relevés de compte, si ça te dérange pas, je regarde. Et là, en fait, je vois sur son visage, genre, c'est trop bizarre. J'aurais dit, elle est folle, elle. Elle se décompose. Et là, je me dis, en fait, je me revois à l'époque de Paris, quand moi je faisais l'autruche. Et je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, pendant ces mois-là que je creuse la partie plus émotionnelle. Je mets des mots sur ce que inconsciemment j'avais commencé à comprendre. Et je plonge dans tout ce qui est le money mindset. Tu vois, le travail sur les croyances, toutes ces notions de PNL que ta programmation fait tes croyances, tes pensées, qui mènent à tes actions, qui mènent à tes émotions, qui mènent à tes résultats. Ça fait encore tout à une nouvelle... Ouais. C'est énorme. Ouais. Donc je plonge dedans, en fait. Je plonge dedans et l'entrepreneuriat me force à travailler ça aussi, tu vois. Moi, mon propre rapport à l'argent me force à travailler ça. Donc je trouve ça aussi passionnant. Donc c'est là où je me renseigne sur le human design, etc. Et je crée et en fait, je change pendant ces mois-là, je change mon discours sur Instagram où je te parle pas juste de, tu vois, on rentre dedans de faut que tu places ton argent, mais plus de t'es en relation à l'argent. T'as des pensées, t'as des émotions, et en fait, il faut que tu viennes travailler là-dessus. Il faut que j'adresse l'angoisse, quoi. Je disais, oui, ça peut te provoquer de l'angoisse et c'est normal. En fait, je pars du principe que notre situation financière, elle n'est pas uniquement de notre ressort. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a sur notre compte en banque, c'est le résultat des croyances qu'on nous a transmises. Donc, dès qu'on sait ça, je pense, enlève un peu de culpabilité dans un monde où on te dit c'est facile de gagner de l'argent, c'est facile de placer son argent et c'est facile. Mais une fois que tu sais ça, c'est de ta responsabilité de venir changer ces croyances-là. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour changer tes croyances? Comment tu fais pour comprendre tes émotions? Comment tu fais tout ça? Donc voilà, je plonge dedans et je commence à développer ma méthode, vraiment, de comment est-ce que je gère l'argent, qui mêle les émotions, qui mêle, la stratégie, parce qu'il faut savoir faire un budget, il faut savoir investir, et qui mêle l'organisation, parce que une des choses que je remarque aussi avec les femmes que je croise, avec qui j'échange, c'est qu'elles me disent tout le temps, non mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de gérer l'argent. Enfin, notre vie, elle est déjà remplie, les enfants, etc. On n'a pas le temps. Donc c'est ce côté, comment je mets pour mettre en place des routines. T'as pas besoin d'1 heure pour gérer ton argent, ça te prend pas du temps. Mais il faut l'intégrer dans ta vie. Donc, comment tu fais pour l'intégrer dans ta vie? Voilà, donc je développe un peu ma méthode, on va dire, pendant ce temps-là. Et je me forme à vendre réellement sur les réseaux sociaux. Et je fais un deuxième lancement qui, là, marche. Et j'ai 5 ou 6 participantes pour la deuxième, du coup, session de formation que je lance. Et là... T'es contente ou t'es genre un peu déçue? Ah non, je suis contente parce que ça vient ancrer en moi une nouvelle croyance qui est... je sais faire de l'argent, mais tu sais, c'est même pas je vends quelque chose que j'ai acheté, genre j'ai imaginé quelque chose dans ma tête, je l'ai produit et des femmes me donnent leur argent pour ça, quoi. Donc il y a cette notion de responsabilité. Putain, j'espère, tu vois, que ça va leur apporter quelque chose. Et aussi et je me souviens, la première cliente qui m'achète une formation, je fais un vocal à une de mes potes et je dis, ça y est, à partir d'aujourd'hui, je crée de l'argent, en fait. C'est ouf. Ouais. C'est une compétence que j'avais pas développée et que je commence à développer. Comment créer de l'argent. Et donc voilà. Donc première session de formation et puis là je suis toujours en mode je teste, je relance 2, etc. En attendant j'augmente un peu ma visibilité et on arrive à la fin de l'année 2022 et là on fait le bilan. On fait le bilan, donc j'ai ouvert depuis 6 mois, j'ai fait un petit chiffre d'affaires, mais factuellement je sais bien que c'est pas ça qui va me permettre de vivre. J'ai vécu sur mes économies, ok, donc là il faut faire un choix. Et ce qui est bien avec l'argent, c'est que c'est neutre. Les chiffres sont neutres, donc ça te dit oui ou non, quoi. Et là, je sais très bien que je peux pas tenir comme ça, parce que je sens que je réponds à quelque chose, que ça marche, mais il me manque de la visibilité,
Ça marche pas assez pour en vivre. Et surtout que moi, j'ai pas Pôle emploi. D'accord? J'ai essayé de négocier une rupture conventionnelle qui a été refusée parce que le secteur bancaire, c'est assez compliqué. Et puis, mon poste n'est pas supprimé. J'ai un diplôme, je sers à la banque. Pourquoi il se séparerait de moi? Donc, j'arrive pas à négocier cette rupture conventionnelle. Par contre, on me fait une autre proposition. On me propose de revenir, mais sur le côté plus formation. Donc, c'est mon diplôme. Et là, je dis, OK, mais à mi-temps. En me disant, OK, je vais tester autre chose, c'est-à-dire je reviens dans le corporate, mais sur une autre casquette, et c'était le but aussi, c'était, je développe et j'ai un diplôme de formatrice, et en parallèle de ça, mais à mi-temps, comme ça, en parallèle de ça, je peux donner des cours aussi, et je peux continuer les offres que je propose sur Instagram. Okay. Donc, 2023, je fais ces 3 choses-là, et je tombe enceinte aussi, pendant cette période-là. Et mais bon, ça, moi ma grossesse s'est bien passée, donc à part les 3 mois où 3 premiers mois j'étais au bout de ma vie, mais je trouve un équilibre. Et pareil, fin 2023, je refais le point. J'ai accouché en mars, donc fin 2023, je fais le bilan et tout, et je prends mes 3 activités et je regarde c'est quelle activité qui m'apporte le meilleur ratio impact temps argent. Parce que je sais que là, j'ai ma petite fille qui va arriver. Ma définition du succès, c'est de la voir grandir. Voilà. Une chose est sûre, c'est que je veux pas mettre de réveil le matin pour aller travailler ou pour être à la bourre. Voilà, je veux profiter de ces premières années. Je veux pouvoir la garder les 6 premiers mois minimum avec moi. Je veux être en allaitement exclusif. Enfin voilà. Ça c'est. Et en fait, vraiment chaque décision, elle est faite par rapport à c'est quoi tes objectifs et c'est quoi tes désirs. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est de savoir exactement ce qu'on veut vraiment. Et c'est comme ça qu'après, tu peux faire le choix qui est le plus cohérent. Donc voilà, moi, c'était je veux vivre ces premières années en étant là. C'est important. Et qu'est-ce qui m'apporte plus de temps? Et voilà, ce meilleur ratio impact, temps, argent, c'est les formations en ligne que je propose en fait. Trop bien. Donc je suis en congé mat, j'accouche. La fin de mon congé mat arrive et là je prends la décision je me dis quoi qu'il arrive je me mets à 100% dessus parce que j'ai jamais été vraiment à 100% sur une année entière. Donc je me dis ok, je prends cette décision, je fais une année où je me mets à 100% dessus et je vois ce que ça donne. Et mon objectif c'est de faire le salaire que je me faisais en banque, d'avoir au moins la même qualité de vie. Et si j'ai la même qualité de vie, je sais que voilà, ça marche et j'y vais. Donc voilà, donc je fais le choix. On est en août 2024. Je me mets en congé parental par rapport à la banque. J'arrête les cours que je donne pour me lancer exclusivement sur mes activités, sur la promotion de mes formations via mon compte Instagram. Et là, en fait, je pense que j'ai sous-estimé l'impact qu'une maternité qu'une maternité apporte avec, tu sais, cette grosse claque identitaire. Et en fait, ça m'a forcé enfin voilà, la vie de l'entrepreneuriat. Enfin, je pense que ça m'a forcé à revoir mon business model. Tu vois, moi, je marchais en session de formation. Et qui était très prenant en termes d'énergie, de faire des lancements, etc. Le lancement, quoi, qui était... Ouais, le lancement qui était très prenant. Et en fait, ça marchait plus. Et puis même, j'avais moins l'envie d'être en ligne, tu vois, d'être en live, de donner de moi. D'énergie, quoi. J'avais plus, en fait. J'avais plus. Enfin, déjà, tu vois, t'es en bataille avec toi-même pour te dire, mais t'as changé, mais tu comprends pas. Et ça, tu comprends rien, quoi. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois, de cette période-là où en plus, moi, c'était ma première, donc je deviens mère. J'ai une autre couche, tu vois, qui se rajoute à mon identité. Et ce que j'aimais faire avant, j'aime plus. Je change, mes envies changent. Je me reconnais pas et ça me demande du temps. Et en parallèle, j'ai faut que je fasse rentrer de l'argent, j'ai une entreprise, il faut que je sois visible, il faut que je parle de moi, enfin... Il y avait trop de responsabilités.
temps en temps. Ouais, la fin 2024 a été assez challengeante pour moi. Surtout, en fait, je suis d'une nature assez impulsive, je suis un bélier, tu vois. Donc, je fonce la tête baissée et je refaisais exactement ce que je savais faire. On fait un lancement, on fait comme ça. Donc, voilà. Et toujours en me disant, mais il faut que je fasse rentrer de l'argent. Alors que, en fait, j'avais pas besoin de faire rentrer de l'argent. J'aurais pu me laisser ces 6 mois en paix et vivre avec l'argent que j'avais mis de côté. Et en fait, c'est là où je me rends compte de l'importance de l'investissement. Parce que très vite, donc j'ai foncé tête baissée, je me suis encore une fois, tu vois, je me suis coupé la main, encore une fois, tu vois, le corps part en fait, en mode arrête de travailler autant, repose-toi, etc. Donc la fin de l'année 2024, j'ai levé le pied. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point investir pour une femme, c'est essentiel, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a juste besoin d'être. Et pas d'être dans le je fais, je produis. Et là, c'est ce que j'avais besoin. J'avais juste besoin de comprendre ce qui se passait dans mon corps, de prendre soin d'un petit être, voilà. Et juste de comprendre ce qui arrivait pour mieux repartir. Et j'ai eu cette chance de pouvoir le faire parce qu'à un moment donné dans ma vie j'avais investi de l'argent, tu vois, parce que sinon j'aurais été obligée de dire ok bon bah je reprends mon poste salarié, quelque chose qui factuellement ne me correspond pas à mes valeurs, ne correspond pas à mes envies, mais la vie fait que bah il y a tellement de femmes qui ont pas le choix en fait. Oui, t'as pas le choix à un moment donné et en fait ça te demande tellement le manque d'argent, enfin, ça vient jouer sur ta sécurité, quoi. Et à ces moments-là, toutes les fondations sont en train de bouger que t'as besoin d'avoir une sécurité. Donc, si tu vois, t'es obligé d'avoir, si t'arrives pas à la consolider autrement, tu reprends ce job alimentaire, en fait, parce que c'est pas ça ta priorité. Et du coup, c'est vrai que pour j'ai réussi à vivre cette période-là et à réaliser mes désirs d'être là, d'être à la maison, d'être avec ma fille, parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'avais investi. Et là vient une autre chose, tu vois, même dans mon discours, et une chose que je réalise et que je veux partager, c'est ça, je comprends à quel point la femme est un être cyclique, qui vit avec ses hormones. Tellement dur. et que investir son argent pour elle, c'est pas un luxe, c'est pas le beurre dans les épinards en fait, c'est une nécessité parce qu'on vivra forcément des périodes de vie, que ce soit une maternité, que ce soit une ménopause, que ce soit prendre soin de ses aînés, parce que généralement ça repose sur la femme, que ce soit un changement identitaire profond qui nous demandera d'être et de pas générer, de pas faire. Donc comment est-ce qu'on fait dans un monde où tu as besoin d'argent pour vivre, pour juste avoir de l'argent en étant et pas en faisant travailler ton argent pour toi, quoi. Tu vois. Donc ça vient encore plus, cette expérience de vie, elle vient encore plus renforcer le message que j'ai et le pourquoi, tu vois, de parler d'argent aux femmes en me disant mais en fait vous avez pas le choix, quoi. Vous avez pas le choix à investir, vous êtes faites, vous êtes designées pour investir votre argent. Voilà. Elle me met KO. Franchement, j'ai jamais si peu parler, je crois. Elle me met KO. Je vous 3 heures pour émouter. Mais attends, t'avais continué à investir pendant toutes ces années-là, quand t'étais en banque et tout? En fait, quand j'étais en banque et que j'avais un salaire fixe, enfin, il y a une partie de mon salaire qui allait toujours vers de l'investissement. D'accord. Mais même aujourd'hui, même en ayant des revenus instables, j'ai toujours une partie. Alors, le montant a baissé, mais j'investis toujours. Tu vois. Et c'est là où j'en viens à cette habitude. Faut que ça devienne une habitude. Et en fait, quand on dit que, c'est pour ça que je dis, on a une vision de l'investissement qui est totalement biaisée. Investir, c'est pas être sur les marchés, regarder quand ça monte, quand ça descend. C'est vraiment juste déterminer la capacité d'épargne que tu as. Et sur cette capacité d'épargne, une partie doit venir combler ta sécurité, donc tes livrets, tes projets court terme, etc. Mais en étant consciente que cet argent perd de la valeur si tu ne l'utilises pas. Tu vois, donc c'est vraiment les projets court terme. Mais
notre argent, il vient pour soutenir différentes facettes de nous. Il y a, oui, notre enfant intérieur qui veut se faire plaisir. Il y a la nous de maintenant qui a des responsabilités, un toit, enfin, tu vois, des charges. Mais aussi notre futur nous. On ne sait pas ce qu'elle voudra faire. Tu vois, moi, je sais, tu vois, j'ai jamais su que je voulais être entrepreneur. Je sais pas ce que je vais vous faire dans 10 ans. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, j'aurais besoin d'argent pour y arriver. Tu vois? Donc, mon argent vient m'aider et combler tous ces désirs-là, les désirs et les besoins court terme, moyen et long terme. Donc j'ai toujours investi, dès le moment où j'ai eu un salaire, j'ai toujours investi une partie de mon argent dans le respect de mes objectifs de vie, dans le respect de mes valeurs et surtout dans le respect de mon profil de risque. C'est ça, établir une stratégie d'investissement. Et en fait, t'as pas besoin de regarder les marchés constamment. Et les études le prouvent. C'est-à-dire que comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Tu investis de manière régulière, tous les mois, sur les marchés financiers. Ah, donc t'es pas du tout dans l'histoire de l'immobilier et tout ça? Alors si, j'ai investi dans l'immobilier, mais j'ai acheté ma résidence principale, et puis il y a des investissements immobiliers familiaux. Mais il faut apporter un équilibre à l'immobilier. L'immobilier, ça te coûte de l'argent parce que tu as une taxe foncière, etc. Et puis ça, c'est déjà des montants qui sont très énormes. Et dans ton patrimoine immobilier, c'est le socle. Mais l'immobilier demande du financier pour être entretenu et pour être transmis. Donc en plus de l'immobilier, il faut du financier. Faut investir en bourse, en crypto, dans une assurance vie, dans un PEA. Bien sûr, ces choses-là sont risquées. C'est pour ça qu'il faut le faire dans ton respect de ton profil de risque. Mais ça, c'est accessible à partir de 10 €. Tu vois, tu peux commencer à investir, à te créer un patrimoine financier. Tu vois. Et les études le prouvent, en fait. Enfin, investir en bourse, en moyenne, sur les 10 dernières années, ça rapporte 8% par an. Mais c'est du 8% net. Là, c'est pas je gère un locataire, je gère un chat. C'est juste. Toujours, je sais pas si c'est bien cette histoire d'immobilier parce que t'as trop de gestion. En fait, je pense que l'immobilier, ça dépend. L'avantage de l'immobilier, c'est l'accès au crédit. Donc, tu crées du patrimoine grâce à l'argent de la banque. Ça, c'est top. Par contre, ça dépend de comment tu veux faire cette immobilier. Enfin, ça dépend c'est fait pour quoi, en fait. Tu vois, il y a l'immobilier, il y a être propriétaire de sa résidence principale, et ça, tu te fais pas de l'argent quand t'achètes une résidence principale, t'achètes ton confort, t'achètes ta qualité de vie. Après, il y a investir dans l'immobilier pour avoir du revenu locatif. Bah là, pour moi, faut être sûr d'aimer les gens, en fait, quand tu fais ça. Parce que quoi qu'il arrive, t'es en contact. T'es en contact avec un agent immobilier, t'es en contact avec la banque, t'es en contact avec le notaire, et t'es en contact avec des locataires. Enfin, tu crées une expérience de vie, tu proposes un logement à des gens, donc il faut que t'aimes les gens, quoi. Et puis, il faut gérer ça. Donc, l'immobilier locatif, ça vaut le coup quand tu as un cash flow positif, quand tu te ressors de l'argent de ça. Donc là où je trouve que c'est biaisé, on peut atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Oui et non, parce que c'est pas du passif, c'est de l'actif, c'est du revenu actif, c'est comme si tu travaillais, enfin tu mets ton énergie. Tu fais vraiment ça voilà. de ta journée, quoi. Mais ça permet d'avoir du crédit. Donc c'est top, mais je pense qu'il faut aimer ça. Il faut aimer décorer, faut aimer, en fonction de ce que tu veux faire, tu vois. Mais dans tous les cas, il faut que l'immobilier soit accompagné de financiers. Donc toi, tu penses toujours au revenu passif, en fait. C'est vraiment faire travailler l'argent pendant que on est là. Là, tu vois, là, t'as l'argent qui est en train de travailler pour toi. Ouais. Et toi, Zéna? Ouais. mais je pense que parce que pourquoi est-ce qu'on veut ça? Tu vois, on en revient toujours à la même chose. Moi, c'est ma vision des choses, hein. Mais le but de ma vie et pourquoi je vis cette vie-là, c'est juste pour être heureuse et pour avoir des expériences de vie qui soient cool. Pour avoir de l'impact et rendre le monde meilleur à mon échelle. Voilà. Et pour ça, dans le monde dans lequel je vis, dans le système dans lequel je vis, l'argent est une composante qui est essentielle et qui permet d'y arriver. Tu vois, et parce que ce que je vous ai dit, c'est que on est des aides cycliques, on est des aides de changement. Enfin, je sais qu'à un moment donné dans ma vie,
je pourrais pas travailler, j'aurais pas envie de travailler. Et c'est là où, hop, mon patrimoine pourra prendre le relais. Le but, c'est pas d'amasser de la richesse juste pour avoir de la richesse. C'est de vraiment venir créer un patrimoine qui vienne soutenir mes projets, mes envies en fonction de là où j'en suis dans ma vie. Voilà. Donc oui. Et du coup, maintenant, tu vis de ta formation et tout Ouais. En fait, l'année dernière, on était en 2025. Du coup, c'est la première année où j'étais à 100% dessus. Et où, du coup, j'ai fait un travail, tu vois, sur mon business model, sur plein de choses, sur mes croyances, sur l'argent. Et j'ai réussi à me sortir un salaire, le même salaire que je me faisais en banque. Ah ben, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Donc, ça ne peut que évoluer, quoi. Ouais. Et d'où ça prend du temps. Tu vois? D'où les résultats, ils viennent pas, ouais, ça prend du temps. Et le succès, tu vois, il y a différents types de succès. Oui, ça, c'est un succès. Ouais, c'est top. Mais c'est vrai que quand t'es en ligne et tu dis oui, mais c'est facile d'avoir 10K par mois, 20K par mois, etc., tu peux vite être en mode, c'est pas assez. Ouais. Mais quand tu reviens à toi et c'est quoi toi tes désirs profonds et c'est quoi ta vision du succès, aujourd'hui moi je vis ma vision du succès. Enfin, je mets pas de réveil, je vais déposer ma fille tous les jours, je vais la récupérer, je la vois grandir, j'ai du temps pour mes proches, je fais un travail qui a de l'impact, voilà, je vis mon succès. Et mon succès n'est pas forcément ce qu'on peut nous faire vendre ou nous faire croire. Après, ce succès et cette vision du succès, elle peut évoluer et c'est OK. Et ben, c'est un jeu. Comment est-ce que du coup, tu vas aller la chercher? Et je pense que c'est ça le paradoxe avec l'argent. Comment est-ce que tu fais pour être bien et dans la gratitude de ce que tu as déjà, tout en voulant plus, tu vois? C'est de trouver le bon équilibre entre ces deux. Parce que c'est sain de vouloir plus et je pense que c'est de nature d'aller faire d'autres choses. Ça donne un objectif, ça donne envie d'aller... Mais comment tu le fais tout en étant conscient de ce que tu as déjà et plein de gratitude pour ce que tu as déjà. Je m'en remets pas. Ouais, moi je trouve que ça serait intéressant de voir un petit peu par rapport à côté familial et la communauté. Ouais. Parce que du coup, les Indiens, alors en tout cas les Khoja, l'argent, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si c'est tabou. En tout cas chez les femmes, on n'en parle pas. Nous, par exemple, tu vois, quand tu parlais que ton papa parlait avec toi d'argent et tout, nous jamais en fait. On est 3 sœurs. Et en fait, je sais pas si parce qu'on était des filles, j'ai l'impression, parce qu'avec les gendres. Voilà, et après, maintenant, on s'est permis d'en parler à notre père en disant mais vous nous avez jamais parlé d'argent, on sait jamais ce qui. Parce que du coup, lui, il était commerçant, donc c'est nos parents qui sont venus à Paris. Donc nous sommes nés à Paris et tout, et du coup, il a ouvert des boutiques. Mais jamais il nous parlait, alors qu'on venait l'aider, genre pendant les périodes de Noël, etc. Ouais. Mais c'était un truc où il nous parlait jamais. Ouais. Donc on s'est mariés les unes après les autres, et que genre quand il y avait des trucs, il en parlait à nos maris. Mais genre, à nos maris, mais pas à nous, comme si nous, on comprenait pas. Donc en fait, nous, on s'est mis dans cette position, tu vois, on comprend pas en fait. Mais je pense que c'est la position, et c'est valable pour beaucoup de femmes, mais dans beaucoup de religions aussi, tu vois. C'est la place que la société a donnée à la femme. Comme je vous dis, le compte bancaire, il a été accessible pour les femmes qu'en 1970, je crois, où j'ai plus les dates, mais c'est que, en gros, notre grand-mère, ou même pour certaines notre mère, qui ont eu accès pour la première fois à un compte en banque. Donc ça veut dire que le sujet de l'argent, et c'était fait par la société, n'a jamais été mis dans la main de la femme. Nous encore plus, on est originaire d'Inde. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est dans notre... En plus, quand on sait que l'argent, c'est surtout un sujet de croyance. À 95%, la manière dont vous gérez votre argent, c'est dû aux croyances que vous entretenez à l'argent. Ces croyances, elles proviennent de votre
de vos mères, de vos grands-mères, etc. Donc si déjà le sujet de l'argent, elle pouvait pas accéder à ça. Et aussi l'éducation, en vrai l'éducation, elle se fait par la mère, généralement. C'est pas un sujet qu'elle maîtrise. Donc forcément, on n'a pas de cours. Tu vois, on n'a pas de cours d'éducation non plus. Oui, non. Donc c'est un sujet qui est pas transmis, dont on n'en parle pas. Tu vois, et encore plus nous originaires d'Inde, le seul moyen pour les femmes d'avoir de l'argent, c'était via les bijoux. Tu vois, elles se créent leur petite réserve en accumulant des bougies. C'est vraiment l'or. Par contre, ça, c'est. Et l'or, Elles connaissent. Parce que c'était leur seul véhicule, en fait. Elles avaient accès qu'à ça. Et je pense qu'on est la première génération, là, à être ouverte à ce genre de sujet, à s'intéresser. Et il y a un gros travail aussi qui est fait de manière générale sur l'argent et sur le fait que les femmes doivent s'approprier ce sujet-là. Mais oui, moi je pense que j'ai été extrêmement chanceuse justement d'avoir un père qui m'en a parlé. Parce que je le voyais aussi, tu vois, il y avait les biens immobiliers, etc. Donc voilà. Et c'est surtout, je l'ai vu. Alors autant, tu vois, j'ai pas eu forcément d'éducation sur la partie budget, etc. Et d'où le déni dans lequel j'étais, parce que je trouve qu'on est propulsé en tant que jeune adulte dans une vie où t'as jamais géré ton argent et puis là tu te retrouves en mode tu sais pas faire un budget, tu sais même pas faire un chèque, des trucs genre des trucs basiques, tu vois. Autant ça non plus j'avais pas eu, parce que je pense que eux aussi viennent avec toutes leurs croyances sur l'argent et voilà. Et je pense tout le monde fait du mieux qu'il peut. Mais par contre, sur ce côté finance, investissement, et après, je pense que j'étais en demande aussi de par mes études, le fait d'ouvrir ce genre de conversation, mais il a jamais été fermé. Et aussi, je l'ai toujours vu, en fait, j'ai toujours vu investir son argent, lui, m'en parler, et toujours en me disant, c'est ça qui nous permet de payer des voyages, etc. Donc c'est vraiment le lien entre j'investis mon argent et cet argent-là me permet de réaliser des projets de vie. Tu vois. Et en plus de ça, mon père qui est très pratiquant, très croyant, genre il va à la mosquée à 4h du matin méditer et tout, il n'y avait pas de contradiction. Ouais, mais je trouve pas que c'est la religion, c'est plus la culture indienne, moi, je trouve, qui est... Ouais. Tu vois ? Mais du coup, toi, dans la communauté et tout, maintenant, donc t'as lancé, t'es visible sur les réseaux, tu parles d'argent, sans tabou, sans rien, tu vois ? Est-ce que t'as réussi à faire complètement abstraction des remarques aux gens, elle, c'est la fille qui aime que l'argent ? Parce que tu sais, ils aiment bien faire des raccourcis aussi. Ou je t'avoue que, en fait, j'ai pas de... C'est pas venu jusqu'à mes oreilles. D'accord. Du coup. Je pense que les personnes dont la vie compte le plus pour moi, ça reste mes parents, ma famille, tu vois. Et eux, pour le coup, donc mes parents, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que je fais. Parce que j'allais déjà, tu revendre sur les réseaux, c'est genre un peu... Mes parents, ils comprennent pas trop, et franchement, mes parents, c'est bon, toi que tu vas bien, t'es en bonne santé, t'as de l'argent, t'as l'air d'être heureuse, ça va, ils cherchent pas trop non plus, quoi. Je pense qu'ils comprennent pas trop. Mes tantes sont plutôt ultra contentes, tu vois, genre c'est trop bien ce que tu fais et tout, donc voilà. Et j'ai même ma sœur qui a pris une de mes formations. Oh, trop bien! Trop cool, ça, tu vois. Ça, c'était vraiment le truc en mode, ce que j'appréhendais le plus, c'est la famille, quoi. Et en plus, elle a appris, genre, elle a acheté, quoi. C'est même pas, elle m'a dit, j'aimerais la faire. Et donc, je me suis réveillée un jour, j'ai vu son nom, je suis mais fallait me dire, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop, ultra touchant et ultra, genre, on te soutient et, enfin, voilà, trop bien. Donc déjà, tu vois, le petit cercle, il n'y a pas de sujet. Après, de manière large, en fait, moi, je me dis, quand je vais à la mosquée, je me dis, mais en fait, on me connaît. Tu vois, oui, je suis sur les réseaux, mais... Mais t'en parles pas ? Non, si, il y a 2 fois. Si, il y a des filles... Après, je pense que je me comporte de telle sorte et c'est là où les limites sont importantes. Je pense que personne n'osera me voir pour me dire je t'ai vu faire ça, c'est n'importe quoi et tout. Je pense que juste personne n'osera me le dire. Ceux qui viennent me voir pour m'en parler, c'est trop bien ce que t'as fait, etc. Donc j'ai peut-être qu'ils pensent ce qu'ils veulent penser, mais en tout cas ils me le disent pas, donc ça me dérange pas.
pour l'instant, c'était ça. Après, c'est vrai que là, mais la visibilité revient à chaque palier que tu veux franchir. Là, je suis en train je vais passer aux ads, tu vois. Je suis en train de me former pour, de préparer et de lancer des ads, et je le fais sur un sujet assez controversé, qui est la crypto-monnaie, tu vois. Et c'est vrai que là, je t'avoue que pour commencer à, tu vois, faire les créas, etc., j'ai remarqué que je procrastinais énormément. Et je me suis dit, tiens, là, c'est peut-être le système nerveux qui est en mode PLS, qui se sent pas en sécurité. Donc, j'essaye de faire ce travail-là. Et c'est vrai que le fait de venir parler d'un sujet qui est de la crypto sur les réseaux et d'en faire de la pub, ça m'a mis un peu d'anxiété en mode qu'est-ce qu'on va penser de moi, tu vois? Parce que pour moi, la crypto aujourd'hui, c'est surtout les mecs de Dubaï en mode investis, tu vas être millionnaire et tu vas t'acheter des Lamborghini. Donc c'est pas du tout la vision que j'ai du sujet, mais j'ai pas du tout envie d'être associée à ça, au fait que je propose d'arnaquer les gens, etc. Et je me dis, mais j'ai peur que les gens comprennent pas en fait le message. Et ça m'a fait flipper aussi encore plus par rapport à la communauté, parce que là j'ai l'impression que on voit pas mon travail. Tu vois, j'ai l'impression qu'on le voit pas, alors que il y en a qui le voient sûrement, mais voilà. Tandis que le fait de mettre de la pub et d'être visible, voilà, j'ai l'impression que ça attirera plus le regard sur moi, et ça m'a fait peur. Et ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur, et c'est là le travail d'un entrepreneur en fait, c'est de venir pointer du doigt le blocage et venir le travailler. Après, le sujet de la crypto-monnaie, toi, tu te dis qu'il y a un intérêt en fait, c'est pour ça que tu veux faire ça. Donc en fait, faut juste être focus sur ça. Oui, mais ça, c'est ton cortex préfrontal, tu vois, c'est la raison qui te dit oui, je sais pourquoi je le fais, oui, c'est mes valeurs, oui, c'est ça. Mais inconsciemment, tu vois, ton cerveau primitif, il est là, en faisant ça, tu vas te détacher du groupe. Tu vas être de plus en plus visible. Tu vas te détacher de la communauté. Tu vas plus être ou de la communauté au sens large. Ça peut être, Et c'est ça aussi, d'assumer sa vision, d'assumer ses valeurs, etc. Mais on reste attaché à la communauté. Enfin, on est des animaux, quoi. En vrai, c'est important. On vit en communauté, donc c'est important. Donc c'est vrai que ce genre de décision, ça fait travailler. Voilà, ça fait travailler. Et c'est pour ça que je me dis, en tant qu'entrepreneuse, et en plus en parlant sur les réseaux, le sujet de la visibilité et du message, c'est quelque chose qu'il faut toujours travailler. Parce que le but pour avoir plus de clientes, c'est d'être vu. Mais être vu en fonction de son passé, en fonction de même du transgénérationnel, quoi. Tu vois, moi, mes grands-parents et tout, c'était on se fait pas voir en fait. C'est ça. On n'est pas. Pour notre podcast, c'est toujours ça en fait. C'est ça. Ils se disent mais en fait, vous êtes vraiment vus, tu vois. Et c'est pas du tout en accord avec ce qu'on nous a c'est toujours vivons cachés, quoi. Exactement. On parle pas, on reste dans son coin. Exactement. Dans le sens du truc. Exactement. Tu vois, mais ça, c'est des choses qu'on nous a transmises. Mais parce que eux, à l'époque, c'était utile pour eux. C'est ça qui leur permettrait de se sentir inclus dans leur communauté à l'époque. Ils vivaient dans un autre pays avec une autre culture, etc. Tu vois. Et en fait, c'est d'arriver au stade où, ok, je reconnais ce que vous me donnez, mais je vous rends ça en fait. Merci, parce que ça nous a permis d'en être là, en vrai. Entretenir ses croyances, de se faire discret, de travailler dans son coin, etc. Ça vous a permis de nous offrir cette qualité de vie-là. Mais merci pour les roses, mais je vous rends les épines, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce genre de croyances qui me maintiennent là et qui vont pas me permettre de grandir. Et c'est ok de changer de croyance et de changer de paradigme. Et ça, c'est valable pour la visibilité et c'est valable pour l'argent aussi. Tu vois, moi, une des croyances que mes parents ont eues, c'est il faut travailler dur. Pareil.
Mais ça leur a servi, parce que moi, si mes parents sont là et si moi je suis là, c'est parce que mes parents ont travaillé dur. Mais moi, j'arrive à un stade où, grâce à eux, j'ai une qualité de vie qui est différente et je peux me permettre d'oser rêver à un stade où je travaille moins et je gagne de l'argent, où je crée un business qui est automatisé, où c'est plus fluide pour moi, où j'ai plus de temps. Mais du coup, pour ça, il a fallu me débarrasser il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent. Et se le permettre déjà, de prendre cette décision, de vouloir enlever ce blocage. Mais c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel x 1000, parce que c'est juste, on s'entend. C'est comprendre pourquoi on bloque dans le palier qu'on veut franchir et comprendre, ok, qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. C'est quoi cette pensée? C'est quoi ce pattern? C'est quoi ce cycle qui revient? Est-ce que c'est nous? Ça vient de nous? Est-ce que ça vient de nos parents? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Et rendre à César ce qui est à César et mettre en place les actions pour avancer. Et dans 95% des cas, c'est les pensées. Et moi, c'est pour ça que je parle autant d'émotions, parce que c'est dur de pointer du doigt des pensées. Autant les émotions, on les vit. Donc les émotions, quand t'as une émotion, quand t'as de la frustration, quand t'as de la gêne, quand t'as de la colère, quand t'as de la peur, en fait, elle est juste là pour te parler. Il faut apprendre à l'écouter. Ce que la société nous apprend pas du tout. Mais en vrai, c'est ce qu'il faut faire. Et encore plus avec l'argent, tu vois. Et je trouve aussi que les gens prennent pas forcément, comme tu dis, le temps. Déjà, les femmes, elles se remettent beaucoup plus en question. On prend le temps de « Ah ouais, ça me fait ça », tu vois. Là, t'as compris maintenant que ton corps est parlé à chaque fois. Mais je dis, on n'a pas tout le monde n'est pas comme ça, je trouve. Tout le monde n'en est pas à ce stade-là, à s'écouter, à se dire, bon, attends, là, j'étais frustrée, donc il y a quelque chose qui va pas. Non, nanana, tu vois. Mais je pense genre, que... oh là là, c'est bon, allez, vis, de toute façon, on va mourir. Vas-y. Mais c'est un réveil des consciences. Je pense que ça vient de plus en plus. Après, je vais encore une fois blâmer la société, mais c'est vrai, parce qu'on a grandi dans une société où on nous parle pas d'émotions autant, on n'en parle pas d'argent, on nous parle pas d'émotions, on nous parle pas de... je pense que c'est pareil pour vous. Moi, j'ai été éduquée, on parlait pas d'émotions, on disait pas ce qu'on ressentait, on disait pas tout ça. Alors, c'est pas pour autant qu'on n'était pas aimé ou quoi que ce soit, mais c'était pas un sujet qu'on abordait et il a fallu apprendre tout ça, tu vois. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Après... chacun a son évolution, tu vois, chacun a son propre niveau de conscience. Mais moi, je sens qu'on en parle de plus en plus, même je le vois avec ma fille. En termes de pédagogie, etc., les émotions sont introduites beaucoup plus rapidement. Donc, les consciences sont en train de changer. Et j'ai envie de dire, à un moment donné aussi, c'est de ta responsabilité. C'est ça. C'est vraiment... Tu vois, parce que quand tu vois que t'as un blocage, que t'es pas satisfait, que tu vois, t'es pas là où t'aimerais en être, ok, bon, soit tu blâmes le monde entier, ou soit à un moment donné, tu prends tes responsabilités et tu dis, ok, c'est quoi ma part de responsabilité dedans et qu'est-ce que je peux mettre moi à mon niveau pour changer? On peut pas changer le monde extérieur, on peut pas changer la société dans laquelle on vit. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous, nos émotions, nos pensées, la manière dont on pense. Donc oui, ça prend du temps, mais ça vient. Et je pense qu'il y a de plus en plus de créatrices, de gens qui parlent sur ce sujet-là. Tu vois, moi, si j'étais... tu vois, et puis les réseaux permettent de faire ça. C'est dangereux, mais en même temps, c'est une ouverture d'esprit. Moi, me former au développement personnel, au human design, à l'astrologie, de comprendre ces choses-là, ça a été possible grâce aux réseaux sociaux, quoi. Et de comprendre l'impact des émotions aussi. Donc, c'est ça la magie. J'ai l'impression que j'ai trop de trucs à faire après, de remettre tout. Mais non, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on continue ou on a... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Sauf si tu as quelque chose à... Non, j'ai beaucoup parlé. C'est d'autres repos. J'ai fait un truc tout à l'heure et finalement, je trouve que c'est le contraire. Ouais, je trouve que c'est le contraire. Alors, tu prends un petit sachet de thé et tu as une question. Toi, tu peux... Ouais. Et tu as une petite question
qu'est-ce qui t'a appris à te faire confiance? Les échecs. Ah ouais. Ouais. Ouais, je pense que... En fait, quand t'es au fond du fond et tu dis c'est mort, jamais j'y arriverai, etc. C'est, tu vois, cette voix en toi ou cette intuition qui dit non mais ça peut pas aller plus mal, quoi. Donc fais-moi confiance. Tu vois, on parle, tu sais, toutes celles qui sont dans le monde de la manifestation et tout, ce higher self. En fait, c'est vraiment de dire que au final, on n'est qu'une âme qui est venue ici expérimenter une vie humaine et que quand on reprend ce point de vue-là, tu sais, il y a une photo sur Instagram qui vient où quand tu penses que tu as un problème, en fait, t'es juste un point dans l'univers. Voilà. Et c'est de me dire, ok, bon, en fait, je suis qu'un point là et que je suis quelqu'un, en fait, on est des êtres créateurs, tu vois, on peut faire tout ce qu'on veut en vrai. Déjà rien de tout. Regarde tout ce qu'on a créé au final. Quand on reprend conscience de tout ce qu'on a vécu, tout le passé, toutes les épreuves qu'on a déjà traversées, etc. Enfin, tout ce que nos parents ont déjà fait, etc. Et je pense que les échecs, ça vient remettre un coup à ton ego et te repositionner au bon endroit. Et surtout te dire, ok, bon, bah, t'as pas le choix et tu fais quoi? Donc oui, je pense que c'est les échecs. Ouais, c'est pas les phases les plus simples, mais je pense que c'est là où tu fais les plus gros apprentissages. J'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas vécu des lancements foireux, si je m'étais pas pris la tête au boulot, si à un moment donné j'étais pas au fond de mon lit en me disant c'est pas possible, quoi. Voilà. Bon, bah, merci en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Sympa. Je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Grave. Du coup, ton compte Instagram, c'est La Georgette. On mettra tout en barre d'infos. Okay. Et du coup, tes formations sont directement proposées dans ton... Oui, sur ma bio. Ouais. Il y a beaucoup de contenu gratuit déjà, en fait, parce que le but, c'est déjà d'éduquer. Donc, il y a des masterclass, il y a des contenus gratuits qui parlent d'investissement, du coup, mais d'investissement de manière féminine. Okay. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde va investir. Parce que du coup, on a beaucoup de travail à faire. Voilà. Merci. Ok, merci à vous. Merci à toutes et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et à nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Merci beaucoup.